les amis, on va y aller avec l'interview d'Emmanuel Macron. Beaucoup de médias en ont parlé. Et curieusement, ils vous ont pas dit tout ce qu'on va se dire aujourd'hui avec ce décryptage. Alors, Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. cette interview, Macron, la grande explication. Alors là, t'as vu, ils ont dit, attention. Là, ils ont dit, là, ça déconne pas. Là, t'as vu, il a les mains, il a la chemise. Là, c'est sérieux. Là, ils ont dit, c'est extrêmement sérieux. Donc, on va décrypter un petit peu tout ça parce que, pour vous donner le contexte, c'est un interview écrit, paru dans Le Point, donc dans l'édition d'aujourd'hui, du 24 août 2023. Et on a un interview qui était très attendu. Parce qu'Emmanuel Macron avait dit, rappelez-vous, il y a un mois, Emmanuel Macron avait dit qu'il allait faire une grande annonce politique et tout ça, qu'il allait faire des grands changements. Après l'immense succès des 100 jours, qui est l'équivalent, si vous voulez, d'un mari volage qui dit à sa femme « Bon d'accord, j'ai dégommé la moitié du quartier, il y a des chats de gouttière qui sont passés pas loin parce que j'avais paumé ma pilule bleue, mais là c'est bon, là je suis sérieux, j'ai compris, je te tromperai plus jamais. » Bon, une semaine après, il a la syphilis. Là, c'est un petit peu pareil. Macron nous enchaîne, si vous voulez, les annonces comme ça. Et puis, bon gré, mal gré, bien sûr, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On a eu les 100 jours. Encore avant, on avait eu le fameux grand débat, vous savez, au moment des Gilets jaunes. Les cahiers de doléances, qui apparemment ont servi de torche-cul à Gérard Larcher, plus ou moins tout ce qu'il y avait en 3 jours. Donc, on sait que les grandes annonces d'Emmanuel Macron, c'est jamais un grand plaisir. Merci à OCB59 pour le sub premier mois. Merci beaucoup. Donc, on attendait, personnellement, je vous avoue que j'attendais vraiment cette nouvelle annonce d'Emmanuel Macron qui allait dire la grande annonce. Et la grande annonce, parce que moi j'ai le sens du spectacle, je suis une sorte de Jean-Pierre Foucault, je vous la donnerai à la fin. Parce que ça déconne pas. Ah non, là, c'est sérieux. C'est une très très grande annonce. Mais avant, qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qui s'est dit dans cette interview ? Parce que sincèrement, la presse a dit, tu vois, vous voyez, on va regarder ensemble. Vous tapez Macron interview sur Google. Et tu vois, ils nous disent alors, Le Monde nous dit ce qu'il faut retenir, éducation, émeute, Sahel, ce qu'il faut retenir, l'interview d'Emmanuel Macron au Point, rentrée scolaire avancée, ce qu'il faut retenir. Enfin, ils te disent ce qu'il faut retenir. Voilà, il y a trop de vacances. Macron veut une rentrée scolaire dès le 20 août pour les élèves en difficulté. Voilà, c'est les points les plus importants. Ils ont sélectionné. Moi, je vous propose la sélection saveur juste milieu. C'est une autre saveur. C'est un petit peu plus épicé. Il y a du curry, il y a du cumin, il y a des choses comme ça. Alors, déjà... petite parenthèse tout à fait gratuite, c'est pas l'analyse du siècle, mais le nouveau cheval de bataille d'Emmanuel Macron, c'est l'éducation. Pour un président de la République et comme ses prédécesseurs, où tout cela repose beaucoup sur l'image, j'ai quand même du mal à croire quelqu'un qui se dit désormais je vais m'occuper de l'éducation, alors que lui-même n'a jamais eu à foutre cela dans sa vie. Mais bon, qu'importe. Et c'est pas grave, c'est une petite parenthèse, mais symboliquement, je trouve ça quand même assez lourd. Mais on va pas faire des heures là-dessus. Alors, il y a plusieurs grands piliers dans cette interview que je vous propose. On va découper tout ça point par point avant de finir sur l'incroyable grande annonce. Un président les yeux grands fermés. C'est le premier. Oh, t'as vu, c'est romanesque. C'est moi qui ai choisi le. C'est mignon. Deuxième gros point, l'immigration. Troisième gros point, l'économie. Quatrième, géopolitique, avec bien sûr l'Ukraine, pour ceux à qui ça aura échappé. Il y a une catégorie que j'avais appelée le ciment intellectuel de Macron, mais je me suis rendu compte que c'était de la merde. Donc, j'ai juste un truc dedans. Donc, ce sera le petit moment sympa où vous pourrez aller pisser, prendre des nuts, vous ferez ce que vous voulez. Cinquième pilier qui va s'appeler le boulard du gars, parce qu'il y a des trucs, le mec a un citron monstrueux. Et dernier point, les pépites, avant de nous amener sur la fameuse grande proposition. Et à ce moment-là, bien sûr, je vous demanderai de vous asseoir, bien évidemment, parce que c'est zinzin, ce qu'il nous a dit, le bougre. Alors, on va attaquer dans l'ordre. J'ai bien bossé. Franchement, j'ai bien bossé. Prenez des notes, parce que j'aimerais quand même un public sérieux, à la hauteur de l'individu. Merci à Lorenzo, 1227, qui vient de sub premier mois. Merci beaucoup. Il y a plein de nouveaux aujourd'hui. C'est formidable. Ça fait plaisir, comme tout. On commence avec... alors déjà, ça commente. Tu vois, il y a même l'apéro. Et ça, c'est sympa de penser aux amoureux de l'apéro. D'entrée de jeu, tu te dis, putain, ça sent la raclette. Donc, première question, tu vois, il est là. On a une réflexion sur la natation. Alors là,
pourquoi pas? Non mais voilà, pourquoi pas, hein, une première question, hein, le point, hein, première question philosophico-balnéaire ici à Brégançon. Dans Le Point, la semaine dernière, Sylvain Tesson disait nager au sens symbolique, c'est se maintenir dans le mouvant, l'imprévisible, c'est la fonction des dirigeants politiques aujourd'hui. Ils légitiment leur impuissance en prétextant l'inéluctabilité des choses. A-t-il raison? Emmanuel Macron répond. Et deuxième question du journaliste, hein, du ou de là, hein, alors visiblement Étienne Jarnel, Mathilde Sirot et Valérie Toragnan, donc n'en déplaise aux wokistes, on va dire ils, les journalistes. Deuxième question, apparemment ils étaient déjà largués. Que voulez-vous dire? Parce qu'on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas. Je vous ferai pas l'affront de lire, enfin je vais pas tout lire parce que ça fait mal et puis il y a quand même du temps derrière. Donc je ne peux pas commencer comme ça. Mais déjà, deuxième question des journalistes, que voulez-vous dire? Donc ça commence pas ouf. Ça commence pas ouf. Mais tu vois, moi, j'ai même pas commencé mes trucs. C'est juste pour vous donner l'apéro. Pour vous dire que, rassurez-vous, finalement, on n'est pas les seuls à être complètement largués. Tu vois. Il y a aussi Jean-Michel Largué. Par rapport aux commentateurs. Alors, un président les yeux grands fermés. C'est la première grande catégorie qui se détache dans cette interview. Tout commence, page 24, hein, avec des questions sur la sécurité en France, sur le supposé laxisme. Est-ce qu'il y a le laxisme en France? Parce que les gens se disent, merde, qu'est-ce qui se passe? Dupond-Moretti, mise en examen, est toujours ministre. C'est le laxisme ou pas? Et Emmanuel Macron a cette réponse. Alors, le sens des responsabilités, c'est vraiment ce qui résumerait parfaitement cette interview. Hein, je vous le dis, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il nous explique, hein, c'est ici, je vous montre les endroits, mais je vous lis les meilleurs passages. Il nous dit, hein, j'ajoute qu'il n'y a jamais eu autant de détenus en France, alors qu'on ne dise pas que la justice est laxiste. Il y avait 74 500 détenus au 1er juillet, alors que fin 2001, hein, il y a quand même 22 ans, il n'était pas né. Enfin, Gabriel Attal n'était pas né. Il n'y en avait que 48 000. Bah oui, en fait. C'est pour ça. Il n'y a pas de laxisme, il y a de plus en plus de gens en prison. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de violence? Non. Et voilà, c'est ça le piège. C'est ça le truc. Non, oh, on fait bien le boulot. Ben voilà. Tu te dis, est-ce que les hôpitaux marchent bien? Ben oui, il y a de plus en plus de morts. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de malades qu'on peut traiter. Donc tout va bien. Et oui, non mais c'est ça. Ça va être long. Ça va être long. Je vous le dis, ça va être long. Page 24, on a, là encore ça continue, hein, les émeutes. Hein, le journaliste dit tout cela n'a pas empêché les émeutes. C'est le fait qu'il y ait de plus en plus de gens en prison. Et là, Emmanuel Macron nous dit, hein, toujours dans le sens de la responsabilité, il nous dit, était-ce un fait inédit? La Grande-Bretagne, le Danemark aussi, et la France en 2005 ont connu des émeutes. Tu vois. Bah oui, en fait. C'est pour ça, arrête un peu de... Hein, voilà. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. On retrouve la bonne... comme au Covid. Hein, comme au Covid. C'est-à-dire, oui, 100 000 morts aujourd'hui, c'est beaucoup. Ah ben non. Parce que regardez, le Rwanda, ils sont à 102 000. Donc on n'est pas les pires. C'est voilà, toujours ce sens, hein, d'assumer comme ça le réel, très important. 25, page 25 rebelote, hein, là-dessus, quand je vous dis voilà, un président les yeux grands fermés. Page 25, on a aussi une question sur un climat d'impunité et de défiance en France. Et il nous dit, Emmanuel Macron, il a toujours existé. Voilà. Donc en fait, ça va. En fait, c'est jamais, c'est jamais lié à sa politique. Ce qui est bien, oui. Ce qui est pas bien, c'était pas bien avant, donc c'est pas grave si c'est pas bien aujourd'hui. Au fond, on s'en fout. Donc ça aussi, c'est du plaisir. Page 30, alors ça, je savais pas où le mettre. Parce que on est dans le Grand Guignol, on est chez Bourvil, on est chez un mythomane dernier degré. On a quand même une question, hein, sur le nucléaire. Là, je sais plus trop quoi dire. Sur celle-là, honnêtement, j'ai eu un affreux doute. Il nous dit, il faut que je vous la retrouve, ce passage-là. Sur la question du nucléaire, Emmanuel Macron nous dit, hein, je lis parce que ça ne s'invente pas, comme ministre de l'économie, j'ai participé à redresser la filière nucléaire française, qui était dans une impasse. Bah oui. Eh oui, bah oui.
Alors, tout a été vendu. Non, mais voilà, beaucoup de choses ont été vendues. Mais ça a contribué à redresser. Voilà. Donc, voilà, tu vois, je sais pas si c'est du mensonge, si c'est de la mauvaise foi, si c'est de la mesquinerie. Et on dirait, parce que regarde, il y a une des photos pleine page comme ça. On dirait la nouvelle campagne promo charcuterie Justin Bridou. Tu sais, sur le saucisson vegan. Le faucisson. Parce qu'ils aiment bien renommer les trucs. Donc, enfin, on sait pas en fait. On sait pas. Alors, on continue. Je vous monte doucement en température jusqu'aux pépites. Où là, normalement, là, vous risquez de casser des ordinateurs pour redresser la filière de l'électroménager, hein, bien évidemment. Sur l'immigration. Alors là, page 27, quand j'ai bossé l'interview, j'ai dû interrompre Edouard pour lui lire la phrase et dire soit je suis définitivement un abruti, soit c'est celui qui répond. Mais on a une phrase, page 27, hein, sur l'immigration, je vous la lis, elle est là, hein, regardez, c'est cette question-là. À ce propos, vous dites que les émeutes sont avant tout un sujet d'intégration, mais si la question se pose, c'est aussi qu'il y a eu et qu'il y a encore une immigration substantielle, non? Je vous lis. Hein. Est-ce qu'on est submergé par l'immigration? Non. C'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Nous avons une obligation de résultat. Là, après, je sais pas. Moi, je vous lis, hein, c'est là, hein, si vous me croyez. Si vous me croyez pas, hein, parce que je me mets au niveau, c'est là, hein, vous pouvez lire, hein, pas de problème, allez-y. Hein. Achetez le point, hein, je veux dire, je fais la pub, hein, allez-y, pleine balle. Hein. C'est même plus du en même temps, si vous voulez, c'est même plus du en même temps. C'est en fait le gars te vend les deux réponses, puis tu choisis quoi. Tu picores. C'est une sorte de président buffet limité chinois, tu sais, de périph' de Montélimar. T'as Grill 165, bah c'est ça en fait. Je sais pas quoi vous dire. C'est sidérant. C'est vraiment sidérant. Je vous relis, un Big Mum 2A me demande, je relis. Est-ce qu'on est submergé par l'immigration? Non. C'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Est-ce que le bateau coule? Non. C'est faux de dire ça. En revanche, c'est vrai que si on ne dégage pas l'eau de la coque, on risque de se faire une petite Grégory. Hein, mais bon, c'est comme ça. C'est en même temps. Voilà. Il y a 14-0. Est-ce qu'on est en train de perdre le match? Non. C'est faux de dire cela. Par contre, si on ne met pas 15 buts, ça risque de mal se passer. Vous pouvez imaginer les exemples que vous voulez après. Hein. Je ne vais pas faire ça toute la journée. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Sur l'immigration toujours, et juste après, hein, on a un aveu terrible. Enfin, un aveu terrible, oui et non, qui est très intéressant, en fait. Un aveu qui est très intéressant sur ces questions-là. Parce que pour être sérieux, 3 minutes, parce qu'on décortique, et c'est vrai que en soi, on peut toujours prendre une phrase et tout ça. C'est pour ça que j'essaie de vous donner le plus de contexte possible. C'est important parce que sinon, on n'a pas fini. Si on prend phrase par phrase, on peut faire dire n'importe quoi. Mais il y a quand même quelques grands piliers qui sont intéressants à observer. C'est que on a un discours avec un Emmanuel Macron qui a un pied en France sur, on va dire, la régence du pays avec... C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a deux bretelles qui rejoignent la même autoroute. On a le Macron avec le pied en France qui vous explique les bénéfices de son action, mais qui sont une action intra-territoriale, donc c'est-à-dire la réduction des dépenses publiques, l'éducation, ces choses-là. Et sur les sujets sur lesquels Emmanuel Macron n'a aucune prise, on a un Macron qui devient européen et qui parle au nom de l'Europe. Par exemple, il y a toute une partie sur le climat, sur l'écologie, la question du nucléaire. Emmanuel Macron, tout à coup, parle de l'Europe. Donc, on a l'impression qu'il a un cerveau scindé, en fait, avec le fait de dire, voilà, les frontières existent quand il doit vanter les mérites de sa politique intérieure, en coupant complètement le lien avec l'Europe. Et par contre, quand on a des sujets qui deviennent le rapport à l'international... là, il devient l'Europe. Il dit l'Europe, comme s'il en était l'incarnation. Sauf que quand je vous dis qu'on parle de deux bretelles autoroutes qui vont au même endroit, c'est qu'au fond, politique intérieure comme politique extérieure sont pilotées par l'Europe. Et ce jeu en fait d'équilibriste assez mauvais
ne peut plus être cru, ne peut plus être cru. Et sur l'immigration, on sent le vernis qui se fissure un petit peu, parce qu'Emmanuel Macron nous dit, donc c'est juste après ce que je viens de vous lire, hein, sur la phrase qui est tout bonnement incompréhensible, nous avons une obligation de résultat. Pour ce faire, il vaut mieux protéger nos frontières extérieures européennes, car rappelons-le, la France n'est pas un pays de première entrée en Europe, mais surtout d'immigration secondaire pour des étrangers entrés par un autre pays de l'Union européenne. Donc on voit que là, le discours se casse, parce que l'action d'Emmanuel Macron sur ces deux mandats sur le sujet de l'immigration est extrêmement négative, ne porte pas les fruits annoncés, mais en même temps, cette action-là, d'une certaine manière, est attendue et pilotée par l'Europe qui, elle, encourage pour le coup l'immigration avec une répartition plus ou moins opaque entre les pays. Donc on sent qu'Emmanuel Macron est entre deux feux. D'un côté, c'est un sujet qui, sur le plan de la politique intérieure, peut lui coûter un rejet, en tout cas une déception de son électorat, mais en même temps, il ne peut pas assumer que c'est l'application simple du plan de route européen, parce que sinon, cela démontrerait une bonne fois pour toutes qu'il en est le pantin. Donc, on a un jeu d'équilibriste qui ne va pas et qui se dessine, en vérité, tout au long de l'interview. Ça, c'est pour l'immigration. On continue avec le pilier de l'économie. Page 27, alors là, je ne suis pas économiste, mais j'ai eu un peu de mal à la comprendre, celle-là. Emmanuel Macron nous dit: quand vous avez 10% de chômage pendant des années, vous n'intégrez pas. C'est ce que la France a vécu dans les années 1980-1990. Quand vous n'avez plus de force économique, vous vous désintégrez de l'intérieur. Alors, déjà, l'économie comme seule boussole, hein, le bien-être économique comme seule boussole, ça, on n'a pas attendu l'interview pour le savoir, c'est pas une découverte. Par contre, il y a une déclaration que je ne comprends pas sur le lien entre chômage et intégration. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas défendre dans le même temps le fait que on intègre mal les gens parce qu'il y a du chômage. Ou alors, il faut valider l'idée que c'est parce qu'il y a volonté d'intégration, donc immigration, que cela peut contribuer à creuser le chômage. Et donc creuser une mauvaise intégration pour des gens qui n'ont pas eu d'emploi. Mais là encore, on ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas où ça va. On ne comprend pas le sens de tout ça. Sur la réforme des retraites, alors là, ça devient le plus grand cabaret du monde, hein. Page 29, je vous donne tous les repères si vous voulez regarder après dans le magazine pour lire en détail l'interview. Là, on a une pirouette, mais qui est assez lamentable. C'est au niveau d'un enfant de 5 ans qui a volé un bonbon. Et encore, j'ai peur d'être insultant pour les enfants. Page 29 sur la réforme des retraites. À la question, il n'empêche, cette réforme des retraites ne résout pas le problème. Même le corps Conseil d'orientation des retraites, qui était pourtant optimiste dans ses prévisions, le dit désormais. Et Emmanuel Macron répond: le corps disait que ce n'était pas la peine de faire la réforme quand on la faisait, et maintenant dit que cela peut ne pas être suffisant en 2035 ou en 2050, la belle affaire. C'est sidérant, parce que ce que pointe du doigt le corps, ce sont les mensonges du gouvernement au moment de la réforme des retraites, qui arguait qu'il fallait faire cette réforme pour atteindre un certain niveau d'économie, que c'était inévitable pour l'économie française, sauf que même une fois la réforme passée avec un contournement clair de la démocratie, on se rend compte qu'en fait, même les promesses étaient mensongères et que jamais on atteindra ce niveau-là. Donc, le corps a une action à deux niveaux, c'est de lutter avant et de pointer du doigt les manquements du gouvernement. Et une fois la réforme mise en place, une fois la réforme acceptée, bien sûr que le corps n'allait pas rester sur ses positions d'avant acceptation. Donc, Emmanuel Macron fait une pirouette, mais débile, quoi. Profondément débile et profondément de mauvaise foi, avec quand même un aveu sur l'objectif final. Et ça, je trouve ça, là encore, je ne sais pas si ce sont des aveux par moment ou autre, mais c'est intéressant. Emmanuel Macron qui dit: on est en train de gagner la bataille de l'emploi et de réindustrialiser le pays. Lorsqu'on aura accru la quantité de travail, on aura réglé notre problème. Le cœur de la bataille économique, c'est ça. Cette expression de quantité de travail qui, à mon sens, alors je laisse quand même l'avis aux spécialistes sur cette expression, mais pour moi, l'expression de quantité de travail n'a aucun sens. Si ce n'est de tenter de lier cela à la quantité de bras disponibles sur un marché de l'emploi, ce qui, une fois de plus, est clair, et c'est ce qu'on disait sur la feuille de route de l'Union européenne, c'est-à-dire de maintenir les citoyens dans un état d'employabilité le plus long possible, donc repousser l'âge de la retraite le plus possible, en parlant plus de bien-être, de choses comme ça, pour maintenir des bons niveaux salariaux, des bons niveaux de pouvoir d'achat ou autre. Emmanuel Macron va complètement dans cette ligne.
lorsqu'on aura accru la quantité de travail, on aura réglé notre problème. Sauf que cet accroissement de la quantité de travail ne peut pas être infini, parce que sinon, autant mettre tout de suite l'âge de la retraite à 100 ans. Comme ça, on est peinard, si vous voulez. Et au moins, vous commencez l'employabilité à 8 ans. Comme ça, dès la maternelle, en gros, dès le CP, CE1, tu peux bosser sur une ligne de production. Et puis jusqu'à 100 ans. Au moins, tu es tranquille, si tu veux. Et on est absolument dans ce que je vous expliquais sur le livre vert de l'Union européenne. La vidéo est sur la chaîne, je renvoie encore. C'est dingue. Et Emmanuel Macron l'accepte. Donc, avec ce genre de sentence un peu creuse et difficilement compréhensible, on peut se demander, effectivement, il y a Wesh Papa qui nous le dit dans le chat, next step, donc prochaine étape, pour ceux qui ne parlent pas texan, retour aux 39 heures. Après tout, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Donc, c'est assez zinzin. Page 29, toujours. Alors là, il y a un passage que je veux vous lire en entier. Donc, c'est 2 questions avec les 2 réponses. On a même des journalistes du Point, si vous voulez, qui n'est pas non plus l'organe de presse des soulèvements de la Terre. En termes d'opposition au gouvernement, c'est pas des punks, le Point. Mais même le Point est obligé de faire son boulot, parce que ça devient grossier, et il se retrouve face à Emmanuel Macron. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 possibilités. Et je ne veux pas exagérer, je ne veux pas psychiatriser Emmanuel Macron, ce serait profondément débile, mais soit ils se foutent de leur gueule, en fait, il y a 3 possibilités. Enfin, leur gueule n'est pas ricochée, celle des Français. Soit il y a quelque chose de l'ordre de la folie, mais c'est pour ça, je veux pas, c'est facile à dire, au fond on n'en sait rien, c'est trop facile de psychiatriser l'adversaire, donc on va dire que c'est une piste que j'évoque mais qui n'a aucun sens. Soit on est face à quelqu'un qui au fond est perdu, et dont la politique de communication ne suffit plus. C'est-à-dire d'avoir comme ça une sorte de logorée un petit peu floue qui va emmener son auditoire dans un sens, dans un autre. La méthode est éculée, et on se rend compte que malheureusement, ça devient visible, en fait. Les gens s'en rendent compte. Merci pour le subprime. Wesh papa, magnifique. Je vous lis. Donc, c'est sur la partie économie. C'est ici. Ici même. Sur l'économie, il y a un chiffre terrible. 700 milliards de dettes publiques en plus depuis 2017. Pardon, mais comparons ce qui est comparable. Regardez ce qu'ont fait les Italiens et les Allemands par rapport aux Français. Je défends la politique qu'on a menée, avec des dispositifs par ailleurs inédits, du fait des défis sanitaires ou économiques successifs que nous avons dû relever. Nous avons permis à des entreprises industrielles, des commerçants et des artisans de tenir. Fallait-il les laisser faire faillite pour ensuite leur payer le chômage ? Tout de même, si l'on se réfère à Eurostat, la dette publique française est passée de 98,5% du PIB à 111,6% entre 2017 et 2022. L'Allemagne, elle, est passée de 63,9% à 66,3% dans le même temps. Et Macron répond « On est au-dessus de la moyenne de la zone euro, mais pas beaucoup plus. Et puis, on a eu une politique de maîtrise de nos dépenses publiques. Dès 2017, on a baissé les impôts et les dépenses. » Et le journaliste rétorque, je vous lis quand même la suite de la 3e, « Ça a duré jusqu'en 2018. » Non, c'est faux, on a continué. J'ai répondu aux gilets jaunes en baissant les impôts et n'ai pas cédé à la facilité de la dépense publique. Nous avons maîtrisé en dépenses courantes les dépenses publiques et avons opéré une baisse de 50 milliards d'euros d'impôts, moitié pour les ménages et moitié pour les entreprises, sous le précédent quinquennat. Entre 2017 et 2020, on n'a jamais baissé à ce point les dépenses courantes tout en baissant les impôts, et on a continué jusqu'à la crise Covid, où l'État a absorbé le choc pour sauver l'économie. Je défends et j'assume totalement la politique de la dette Covid, car ce sont les leçons tirées de la crise financière de 2008. La dette a moins augmenté au cours du Covid que lors de la crise financière, alors que la récession était 2 fois plus forte, et surtout, contrairement à la crise financière, l'appareil productif a été préservé, et le chômage a continué à baisser. Et c'est en effet encore l'État qui a absorbé le choc lié à la guerre en Ukraine et à l'inflation pour aider les ménages, les entreprises et les collectivités locales. Honnêtement, je ne sais plus quoi vous dire. Là, sur ce point-là, je ne sais clairement pas quoi vous dire. On a quelque chose qui, quand même, commence à devenir un petit peu malsain, parce que quand le Mozart de la finance devient le Rocco Siffredi de la dépense publique, c'est-à-dire que tu l'as toujours dans le rectum, ça devient un petit peu délicat. On préfère un requiem à une levrette claquée, pour le dire autrement. Donc là, ça devient terrible, avec cette seule et unique explication de se comparer. Je veux dire, on a quelque chose de très enfantin, on y revient. Alors, je suis désolé, parce que on reproche au gouvernement Macron d'infantiliser les citoyens, on en vient à l'infantiliser lui-même, mais cette comparaison permanente, quoi. C'est-à-dire, vous rentrez du collège, ah, j'ai eu 14, mais bon, le meilleur de la classe, il a eu 18. Enfin, j'ai eu 4, et le meilleur de la classe, il a eu 7, tu vois. Mais c'est pas une politique de se comparer. C'est pas une politique. Et je veux dire, même les journalistes du Point sont obligés de dire, mais les comparaisons ne tiennent plus.
Et ne dit-on pas comparaison n'est pas raison. Donc, ça devient sidérant. Ça devient sidérant, d'autant que, même sur ça, dire des pays, même au sein de l'Union européenne, qui n'ont pas eu la politique de la France, s'en sortent mieux économiquement aujourd'hui. En termes de dette publique, en termes de dépenses publiques, en termes de faillite des entreprises, toutes ces données économiques-là. Donc, en plus, et c'est là où malheureusement le point ne fait pas le boulot, mais même ça ne tient pas vraiment. Des pays qui n'ont pas eu une politique française aussi socialisante, c'est-à-dire de payer quoi qu'il en coûte, c'était la bonne vieille expression, même ça ne tient pas. Et aujourd'hui, des pays qui n'ont pas appliqué ça ne sont pas dans des résultats aussi catastrophiques que la France. Donc, c'est assez terrible. Donc là, on est, si vous voulez, sur un Macron qui est dans le déni. Hein. J'aurais pu le mettre dans la catégorie de ce président les yeux grands fermés. Et on a, alors, je ne connaissais pas, hein, on a le Macron de vin. Macron de vin. On a le Macron de vin. Je l'avais jamais rencontré, celui-là. Le Macron qui peut lire dans le futur. Voilà. Macron Nostradamus. À la question, c'est ici, hein, là, vous ne reconnaissez pas que cette réforme des retraites est insuffisante. Macron répond. Elle a permis de préserver le versement des pensions des retraites d'aujourd'hui et de demain. Elle a amélioré la situation de millions de retraités modestes et elle accroît justement la quantité de travail, comme la réforme de l'apprentissage. Alors moi, je ne savais pas qu'on avait déjà, en fait, les retours de la réforme des retraites. Elle est même pas complètement en application, si vous voulez. Les mesures rentrent en place, là, successivement, dans les semaines et les mois à venir. Mais apparemment, ça a déjà des effets. Peut-être tu vas chez le médecin, tu t'es pété la jambe. Bon, on va faire du vélo pour la rééduque. Hein ? Non, parce qu'en fait, j'ai quand même le genou à 90 degrés. Donc ça, pour du vélo, il va falloir investir sur un pédalier particulier. Non, c'est déjà en place. C'est déjà en place. Donc, c'est dingue. Et c'est pas fini. J'ai pas fini, parce que là, on arrive à la géopolitique. Et la géopolitique, je vous dis, ça se corse. Ça se corse. On y va point par point. J'espère que vous êtes chaud. Hein. Je vous entends pas, Mulhouse. J'ai toujours rêvé d'être DJ. Bon. Alors, page 22. Donc là, vraiment, on commence à entrer petit à petit, hein, progressivement. Je vous mets à température. On commence à rentrer dans la science-fiction. On est, voilà, on est chez Jules Verne, on est chez Stephen King, on ne sait pas si c'est Shining, si c'est Voyage au centre de la Terre, on ne sait pas. On ne sait pas où on en est, c'est Ushuaïa, il y a de tout là-dedans. Mettez ce que vous voulez, mettez vos références, hein, c'est Matrix, je ne sais guère. Alors sur la géopolitique, page 22, on revient au début de l'interview. Donc sur l'état du monde, hein, l'état actuel du monde, c'est au tout début, hein, c'est là, hein, à la réponse que voulez-vous dire, je vous le disais tout à l'heure. Emmanuel Macron nous dit: la géopolitique, par exemple, se dissout, en tout cas telle qu'on la vivait au XXe siècle. On vit le retour des ambitions des grandes puissances, le recul de l'attractivité des démocraties. Parce qu'avant, il n'y avait pas de grande puissance. Au XXe siècle, non. Il y a les États-Unis, une bourgade d'Amérique du Nord. On vit le recul de l'attractivité des démocraties. Parce que c'est vrai qu'au XXe, hein, du côté de Munich, la démocratie, c'était attractif. Ouais, c'était bien. Les gens étaient contents. Je redis, hein, je vous lis je vous lis toute la réponse, hein, foutu pour foutu. Que voulez-vous dire ? Nous sommes dans un monde multicrise, de manière sans doute inédite. Tout cela vient dissoudre beaucoup de certitudes. La géopolitique, par exemple, se dissout, en tout cas, telle qu'on la vivait au XXe siècle. On vit le retour des ambitions des grandes puissances, le recul de l'attractivité des démocraties, et le monde se structure dans la tension entre la Chine et les États-Unis, avec une remise en cause profonde du droit international. Parce que 14-18, 39-45, c'était l'équivalent du Club Med Saint-Domingue. C'était la détente. Ça va, il n'y avait pas de grande puissance, il n'y avait pas la Russie, il n'y avait pas le bloc soviétique, il n'y avait pas les USA. Non, mais t'en vas pas.
Attends, on n'a pas fini de rigoler. Reviens. C'est vrai. Donc, non, honnêtement, là, je sais pas quoi vous dire. C'est même plus du baratin. Parce qu'à la limite, du baratin s'appuie sur un fond que vous allez étirer pour passer l'envie à votre interlocuteur d'aller vous chercher sur d'autres thèmes. Et là, c'est purement n'importe quoi. Excellente soirée à toi. De même. Eh ben, super. C'est bien. Eh ben, demain, Bon entraînement. je suis pas demain matin, spectacle. Ah ouais. Ben, moi, je serai là. Eh ben, super. Seul. Seul sur le sable. Rock voisine. Les yeux dans l'eau. Ok. Allez, ciao. Je mets du pied, là. Donc, je ne sais, c'est même pas du baratin. C'est même pas du baratin. C'est la négation du réel. Et là encore, je ne sais vraiment pas quoi penser, les copains. Ça me semble impossible qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, soit si ignare, en fait, qu'il ignore tout ça. Donc, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas. Je pense que c'est tout simplement ça. Il dit n'importe quoi tout à fait tranquillement. On continue. Alors. Là aussi, là, je suis plutôt dans l'expectative. Enfin, je vous pose une question. Là, je ne sais pas trop, parce que moi, je pensais que c'était du complotisme. Page 22 encore, Emmanuel Macron nous dit, sur le fait que l'Europe soit un peu recalée aujourd'hui, il nous dit « L'Europe qui ne saurait être la variable d'ajustement de ce nouvel ordre mondial et doit défendre son modèle politique et social singulier. » Là encore, nouvel ordre mondial, Julien Pain m'avait dit ferme ta gueule. Il avait dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Et là, apparemment, il y a quand même le nouvel ordre mondial. Donc, on ne sait pas. Page 33. Alors, et ça, par contre, c'est intéressant aussi. C'est une autre figure de cette interview. C'est que par moment, on a des éclairs d'honnêteté, des éclairs de lucidité, si vous voulez. Il y a une partie entière qui est vraiment dédiée à la géopolitique et dans laquelle Emmanuel Macron nous dit « Je reparlerai à Vladimir Poutine quand ce sera utile ». Au moins, c'est clair. Voilà, au moins, c'est clair. C'est que, bon, au vu des utilités passées, vaut mieux peut-être qu'il parle à son chien dans l'immédiat, tu vois. Parce que, au moins, le chien, ouf, ouf, ouais, croquette, tu t'en sors. Vladimir Poutine, je ne sais pas comment on dit en slave, mais il s'en bat les couilles. Hein. Donc, mais au moins, c'est honnête. Tu vois. Je vous dis, par moment, on a des choses comme ça qui sont assez bluffantes, disons-le, qui sont assez bluffantes. Il vous dit, effectivement, bon, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça n'a aucun poids. Ça n'a aucun poids. Donc, c'est très intéressant. Autre aveu, toujours sur le contexte en Ukraine, et qui est un aveu d'ailleurs, qui est éclairant parce qu'il met en lumière un changement de position d'Emmanuel Macron. Il dit « La bonne négociation sera celle que les Ukrainiens voudront ». Alors bon, je suis pas le loup de Wall Street, je suis pas une brute en négociation. Par contre, quand tu arrives pour vendre une bagnole et que toi, tu fais l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et que tu dis, écoutez, monsieur l'acheteur, le bon prix sera celui du vendeur, je suis pas certain que tu prennes tes 10% de com sur la vente de la Renault 12. Donc, bon, mais après tout, pourquoi pas, tu vois. Tu te dis, tant pis. Et donc, c'est quand même un rapport à la négociation, un rapport à la géopolitique qui est assez dingue, qui est extrêmement biaisé. Je veux dire, le parti pris transpire de tous les ports. Hein. Je ne parle pas de Gérald Darmanin. On a aussi, alors là, ça c'est du plaisir. Ça, c'est du plaisir parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui me passionne, c'est le rôle des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale dans la reconstruction européenne et le rôle des États-Unis face au général de Gaulle avec l'AMGOT. Livre référence sur le sujet, c'est l'ami américain d'Éric Branca. Et pour tout vous dire, en ce moment, je suis à fond là-dessus. Ça fait des semaines, plusieurs mois, j'adore. C'est l'article de Juste Mensuel dans le numéro de septembre qui va sortir. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique si vous voulez vous abonner. Ce sujet me passionne, j'adore. Et c'est vrai que tu te rends compte que quand les États-Unis, si vous voulez, n'avaient aucun problème à négocier, hein, pour la petite parenthèse, avec des gens comme Pierre Laval ou l'amiral Darlan, par exemple, qui était très proche du régime de Vichy, et ou des nazis, si vous voulez, quand les États-Unis n'en avaient rien à foutre, dans le but de détruire De Gaulle, je cite Jean Monnet, hein, père de l'Europe, qui pouvait pas le piffrer, hein, le Charlie. Donc, tu te dis, les Américains, si vous voulez... bon, la guerre contre les nazis, ça n'a pas été tout de suite ça. Hein. Ça a pas été, ça s'est fait parce qu'ils n'avaient pas le choix pour faire rouler la Jeep jusqu'à Moscou. Mais c'était pas l'ennemi désigné au départ, le nazi, si tu veux. Et ils étaient prêts à négocier avec eux, ou en tout cas avec des instances liées, pour arriver à leur fin.
Et donc, on a Emmanuel Macron qui nous dit quelque chose. Alors là encore, je peux comprendre, si vous voulez, que ce que je viens de vous dire ne sorte pas franchement de la bouche de Macron, hein, alors qu'il y a bien des âneries qui en sortent. Mais il nous dit, hein, sur la négociation, donc on est toujours page 33, je vais vous lire un petit peu le contexte. C'est juste après, hein, cette histoire de négociation. Mon souhait, c'est que la contre-offensive des Ukrainiens puisse ramener tout le monde autour de la table de négociation pour faire émerger une solution politique dans des conditions plus favorables. La bonne négociation sera celle que les Ukrainiens voudront. C'est un peuple souverain. Aurions-nous aimé que des gens de l'extérieur nous expliquent ce qu'il fallait faire en Alsace-Lorraine? Ouais. Bah ouais, parce que tu te rappelles, ça, je vous le dis, c'est dans l'article, puis c'est dans le formidable livre d'Éric Branca que je rêve d'interviewer. Je le dis, je le rêve, je fantasme sur cette interview. Rappelons que avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains menés par Roosevelt avaient pour projet de créer un territoire qui s'appelait la Wallonia. Et ça devait réunir l'Alsace-Lorraine, un bout de la Belgique, le Luxembourg et je crois un petit bout du nord de la France. Et donc les Américains, si vous voulez, en avaient rien à branler en fait des velléités du général de Gaulle et de la France libre. Ils voulaient gérer comme ils l'entendaient la reconstruction de l'Europe. Donc je ne peux pas croire que Emmanuel Macron ignore cela. Je ne peux pas le croire. Donc si vous voulez déjà prendre l'exemple de l'Alsace-Lorraine pour le comparer avec l'Ukraine, c'est un rapport à la fierté historique, à la fierté de son pays qui est dingo, mais bon, qu'importe. Mais en plus, en arriver à chier sur l'histoire à ce point-là, c'est sidérant. Je veux dire, au pire, ne le dis pas. Au pire, ne le dis pas. Mais pas enfoncer le clou de la mesquinerie et de la bêtise jusqu'à ce point. C'est sidérant. Là, c'est de la négation de l'histoire, tout bonnement. C'est de la négation de l'histoire et c'est assez grave. C'est assez grave et lourd de sens parce que ça vise à réécrire le réel et ça vise à nier la responsabilité des Américains et à nier les volontés américaines à ce moment-là. Autre époque, autre situation, j'en conviens. Mais quand vous avez le culot de comparer justement à l'histoire en étant aussi bête, c'est sidérant, c'est sidérant. Donc ce passage-là, honnêtement, là, fallait le faire. Et page 33, alors on continue dans le délire, sur Vladimir Poutine. Emmanuel Macron nous dit, donc Vladimir Poutine, il a fait une rupture profonde en choisissant de ne plus respecter les accords internationaux, d'être du côté de l'impérialisme et du néocolonialisme, tout en étant membre permanent du Conseil de sécurité et puissance dotée de l'arme nucléaire. C'est vrai que j'ai précisé, t'as vu, parce que je suis rigoureux, j'ai précisé c'est Vladimir Poutine. Parce que sinon, tu sais pas. Non, mais tu sais pas. Fais un petit jeu, gomme ce que je viens de te dire, comme un in Black, tu sais, avec le psh, t'as oublié là. Il a fait une rupture profonde en choisissant de ne plus respecter les accords internationaux, d'être du côté de l'impérialisme et du néocolonialisme, tout en étant membre permanent du Conseil de sécurité et puissance dotée de l'arme nucléaire. Réponse A, Vladimir Poutine. Réponse B, Emmanuel Macron. Réponse C, les États-Unis. Réponse D, ma grand-mère. La D, c'était un piège. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, quand on voit les accords de Minsk, quand on voit le comportement de l'OTAN avec cet encerclement de la Russie, qui aujourd'hui est indéniable, je veux dire, c'est pas être pro-russe. Ça, c'est valable pour l'Express, si vous voulez. Mais c'est pas être pro-russe que de dire ça. Quand les Américains sont pas trop chauds pour qu'il y ait des missiles du côté de Cuba, ce qui va déclencher un conflit au sein même de la guerre froide. Quand aujourd'hui les Russes disent vous êtes sympa, mais des bases de l'OTAN en Ukraine, ben en fait non. Et Emmanuel Macron dit le problème de Vladimir Poutine, c'est ça. Mais on n'est pas sérieux. Je veux dire, vous voyez, c'est au-delà de la négation du réel. Là, ça devient une propagande, et une propagande qui sort de la bouche d'un président du pays des Lumières. Alors, on a paumé les ampoules, mais on a les abat-jours. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, et on continue. Alors là, pareil, là c'est du miel, page 34. Macron qui joue à nouveau au devin sur la situation de l'Afrique. Alors là, puis là, pareil, bon, on va rester détendu du slibard, mais je vous lis, il n'y a pas plus à dire. En fait, il n'y a pas plus à dire. À la question, à propos de la situation au Niger, n'est-ce pas la fin d'une époque pour la France en Afrique? Qu'avons-nous raté? Je vais vous lire toute la réponse.
Ce n'est pas la France qui fait un coup d'État au Niger, ni qui élit un président nigérien. Et si vous voulez dire que le temps de la France-Afrique est révolu, je vous le confirme. On ne va pas se flageller pour autant. En ce qui concerne le Niger, nous sommes clairs. Ce coup d'État est un coup contre la démocratie au Niger, contre le peuple nigérien, contre la lutte antiterroriste. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum et à la restauration de l'ordre constitutionnel. Mais si l'on prend de la hauteur, la France a eu raison de s'engager aux côtés d'États africains pour lutter contre le terrorisme. C'est son honneur et sa responsabilité. Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso. Je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger. Ces interventions françaises, à la demande des États africains, ont été des succès. Elles ont empêché la création de califats à quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Il y a certes une crise politique dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, mais quand il y a un coup d'État et que la priorité des nouveaux régimes n'est pas de lutter contre le terrorisme, la France n'a pas vocation à rester engagée. C'est, il est vrai, dramatique pour les États concernés. C'est là. Merde, je pensais que j'avais mis l'écran, je suis désolé. C'est ici, c'est cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, on n'a pas une pompe à vélo de fact-checker pour sortir le bout de son pif et bien nous expliquer, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Un président qui nous explique, si la France n'était pas dans une posture militaire néocolonialiste, les États auraient disparu. Mais je veux dire, ils sont où ces guignols, quoi? Ils sont où ces charlots? On ne peut pas laisser dire ça. C'est quand même un président de la République, le gars. C'est terrible. Un prof d'histoire ne dirait pas ça. Un prof d'histoire au collège ne pourrait pas dire ça, car ce serait contre les manuels. Enfin, les manuels. T'as vu, j'ai fait des blagues que j'ai même pas fait exprès. Ah, ça, c'est... Je suis un peu comme Jean Castex. Non, ça me rend zinzin. Ça me rend absolument zinzin. Donc voilà pour la partie géopolitique. On continue, les copains. C'est un petit peu plus long que prévu, mais je voulais vous décortiquer tout ça parce que malheureusement, c'est ça, on ne le lira pas ailleurs. Pourtant, comme je vous le montre, hein, je me contente de lire ce qu'il y a dans ce truc. C'est sidérant. Beaucoup de médias vont vous parler de l'éducation. On va réduire le temps des vacances. C'est génial. Mais en attendant, on a aux manettes quelqu'un qui vous dit ça. C'est complètement ouf. Alors, bon, on a une phrase, alors là, je sodomise les diptères, comme on dit. Page 23, Emmanuel Macron nous dit « Moi, je crois à un autre chemin. Le projet humaniste des Lumières, ce doit être le chemin français. » Alors là encore, si vous voulez, moi, je crois aux Lumières. Il y a autant de contradictions que dans la phrase « Je veux rester vierge, mais demain, j'ai un gangbang. » Les philosophes des Lumières, qui sont ceux qui ont marqué la disparition progressive de la croyance dans la société française d'alors, et qui vient vous dire « Moi, je crois aux Lumières », bon, bah, c'est champagne, quoi. C'est champagne. Là, c'est de la bêtise. Alors et puis comme quoi, je veux dire, au moins ce genre de bêtises, hein, sur une question qui est proche des questions de philosophie qu'on peut apprendre en cours de français et autres. Sur le plan scientifique, on a quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez coucher avec toutes les profs de français que vous voulez, vous ne deviendrez pas pour autant une lumière. Et ça, c'est intéressant. On a au moins cet enseignement-là. Le boulard du gars, autre pilier de l'interview. Alors là, on a des trucs. On se rapproche gentiment des pépites. Le boulard du type, parce que non content de dire ces énormités-là, on a en plus le Couze qui nous dit, alors page 24, « Il n'y a aucune faiblesse chez moi, mais des actes qui vont avec des mots. » Oh oh. Ah ouais, quand même. Ah, c'est fort, hein. Page 25, alors, est-ce que c'est Emmanuel Macron ou Hernan Cortés qui parle? Je ne sais pas. Il nous dit, hein, « J'ai parlé de décivilisation il y a quelques mois. C'est bien cela que nous avons vu. Il faut donc s'attendre à reciviliser. » Voilà. Emmanuel Macron qui veut reciviliser la France. Donc, avec ce genre de phrase, tu te dis, mince, est-ce que finalement les Français ne sont pas des bonobos qui mangent leur caca sur les trottoirs? Non, mais la question se pose. Il faut reciviliser. Tu n'es pas civilisé, quelque part. Voilà. Arrête de boire ton pipi. Tiens-toi droit.
et cesse de te gratter la couille. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Merci à Inader pour le subprime 5e mois. Merci beaucoup. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Page 25. Alors, nos amis des forces de l'ordre apprécieront déjà qu'ils se sont fait traiter d'abrutis par leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin, il y a 2 ou 3 semaines. Emmanuel Macron nous dit, page 25, aujourd'hui, quand un policier ou un gendarme tape un CV, le greffier doit ensuite le retaper. On est au Moyen-Âge. Il faut accélérer l'innovation, la diffusion des technologies pour plus d'efficacité. Voilà. Donc, nos amis des forces de l'ordre évoluent au Moyen-Âge. En fait, c'est Moyen-Âge. Alors, c'est Moyen-Âge, ça l'était avant, parce qu'il faut quand même rappeler, pour ceux qui auraient oublié, qu'Emmanuel Macron est président depuis 2017. Voilà. Donc, bon, il aurait pu le faire avant, on serait tenté de dire. Mais là, il a dit non. Il a dit ça va. On est au Moyen-Âge. C'est comme ça. Je veux dire, nos policiers, finalement, tu vois, je vous montre, pour ceux qui ne me croient pas, parce que tu vois, c'est là. Aujourd'hui, là, tac, hop. On est au Moyen-Âge. Mais arrête de te plaindre. Je veux dire, c'est comme ça. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, les gens disent oui, un président ne devrait pas dire ça. Voilà. Alors là, on arrive au moment des pépites. Et j'aimerais que vous vous asseyiez. Voilà. C'est maintenant, il faut s'asseoir. Faut se détendre. Ça va bien se passer. Parce que ce que je vous ai lu, c'était pas les pépites. Vous voyez, non mais ça y ressemblait. Je sais que ça y ressemblait. Tu vas dans une boucherie, toutes les chipots ressemblent aux chipots. Je veux dire, ça me semble indubitable. Mais voilà, là c'est les pépites. Donc là, voilà, détendez-vous. Quelle est votre tête PLS? Vous mettez comme ça sécurité. Tu mets le bras là. Et la tête bien sur le côté pour dégager bien sûr la zone laryngo-pharyngée en cas d'expulsion de substances vomitives. Page 23. M'entend bien? Page 23. Page 23, je vais vous le lire en entier parce que ce serait con de se priver. Page 23, on nous dit, je retrouve le passage, bougez pas. Les usages numériques, en particulier les réseaux sociaux, abolissent respect et civilité, en grande partie en raison de l'anonymat. Alors, les réseaux sociaux, on rappelle, les différentes plateformes sur lesquelles nos ministres nous régalent de leur dégueulis communicationnel. Les réseaux sociaux sont également YouTube, donc YouTube qui contribue bien évidemment à abolir le respect et la civilité. Alors la civilité, est-ce que c'est par exemple quand un professeur se fait décapiter dans la rue et qu'on lui rend hommage, parce que quand même quelqu'un qui est décapité, c'est pas une super actu, on lui rend hommage. Et quelques secondes après, dans le même hommage, dans la même séquence diffusée sur les réseaux sociaux, on fait cela. On met l'image grimaçante de 2 youtubeurs, McFly et Carlito, avec qui on a déjà fait, en fait, une vidéo à but humoristique. Voilà. Parce que c'est juste pour savoir, est-ce que la civilité, c'est ça, en fait? Voilà. Et tu vois, le problème sont les réseaux sociaux. Voilà, qui abolissent la civilité, le respect. Voilà. Donc ça, par exemple, c'était respectueux. Voilà. Pour un professeur décapité. Voilà. Donc je vous le dis, c'est pas la plus fun des pépites, mais c'est juste pour vous dire le niveau que peut atteindre en fait cette interview. Page 24. Alors là, vous allez être grognon. Là, je le sais. Tiens, je vous le mets. Si ça peut vous détendre, je vous en mets un. Tiens. Voilà. Là, voilà. Là, je sais pas quoi vous dire. Vous êtes prêts? Bon. Sur la question des émeutes, Emmanuel Macron, dans un élan masturbatoire assumé, se targue d'avoir refusé de mettre en place l'état d'urgence que lui proposaient d'autres partis politiques. Donc il est tout content de dire « je n'ai pas mis en place l'état d'urgence ». Et Emmanuel Macron nous dit « j'ai assumé de ne pas réduire les libertés des Français ».
Voilà. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ça va beaucoup moins bien marcher. Ouais. Ah, quand je panique, je fais Bourvil. Ouais, voilà, c'est un problème que j'ai. J'ai une bourvilite aiguë. C'est terrible. Dès que je suis stressé, comme ça, je fais Bourvil. Ouais. Ah bah, mon vélo! C'est horrible. Non, non, c'est horrible. Hein. Quand ça t'arrive au pieu, je peux te dire que c'est pas terrible. Non, 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 je sais pas quoi vous dire. Je sais, c'est comme ça. C'est voilà, Emmanuel Macron qui est tout content de dire il a défendu les libertés des Français. Bon, après voilà, on enchaîne, hein, je veux pas faire ça. Alors là, on en a une pareille. Normalement, je vais me la faire tatouer sur le sgeg parce que celle-là, je veux dire, c'est une pépite en fait. C'est une pépite, mais c'est même drôle. D'une certaine manière, elle en est presque drôle. Vous savez, le genre de phrase politique qui normalement figure dans des almanachs que tu achètes à Noël pour ton oncle Martin, tu sais pas ce qu'il aime, et tu arrives à la Fnac à 19h vendredi soir, tu te dis merde, qu'est-ce que je vais lui offrir à l'autre con? En plus, il pue de la gueule, il va encore être bourré au moment des huîtres, il nous emmerde. Bon. Et donc c'est drôle, tout ça pour dire que c'est drôle. Emmanuel Macron qui nous dit, alors concernant toujours la réforme des retraites, cette fameuse clause du grand-père qui avait été... merde, pas sabordé, mais raboté. Voilà. Il nous dit si quelqu'un avant moi avait fait ça, je n'aurais pas eu à le gérer. Et, vu sous cet angle, la politique, c'est fastoche. Hein. Ah oui, mais si quelqu'un avant moi avait mis la loi sur les 50 heures par semaine, je n'aurais pas eu à le faire. Et non, c'est implacable. C'est implacable. Si vous voulez, j'ai l'impression d'être un gynéco qui ausculte une baleine. Je ne trouve pas le fond, en fait. Tu sais pas, en fait. L'interview, il n'y a pas de fond. Tu sais, l'expression, on touche le fond. Là, on ne sait pas. Tu peux crier dans la baleine. Oh, oh, oh. Puis tu as Pinocchio, bon, qui couche avec Gepetto. Mais je veux dire, voilà, ça, c'est pas le sujet. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai été obligé de faire ça parce que si quelqu'un l'avait fait avant moi, eh ben, j'aurais pas eu à le faire. Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, non, c'est complètement dingue. Page 32, alors pareil, hein, je suis pas électricien, mais du culot comme ça se trouve pas chez la paire. Page 32. Nous sommes aujourd'hui face à un hyper-individualisme où chacun estime détenir seul la vérité. C'est Emmanuel Macron qui dit ça. Ouais. Tu sais, à la limite, si c'est le pape, tu te dis, bon, pourquoi pas. Mais Emmanuel Macron qui pointe du doigt le fait que des gens estiment détenir la vérité, elle est dure, celle-là. Elle est très, très dure. Elle est très, très dure. Non, je vois WoodXX qui dit ça dans le chat, qui dit c'est la novlangue. Mais c'est même plus ça. C'est même plus ça. C'est une perte de rapport au réel. Sincèrement, c'est une perte de rapport au réel. C'est complètement zinzin. Complètement zinzin. Et on va finir, parce que je vous l'ai promis, le grand moment de l'interview. La grande proposition. Ah ben oui, il avait dit. Hein. Il avait dit proposition politique d'ampleur. Donc là, c'est attention. Je vais tout lire. Je vais tout lire sur la grande proposition. Voilà. Je suis un petit peu ému. Je suis un petit peu ému parce que c'est balèze. Hein. Il avait dit. Hein. Ça fait 1 mois, il l'a annoncé. Allez. Oui. Tiens, je vais le dire sérieusement. Comme la politique. Voilà. C'est important par moment de mettre le ton. Et j'ai bien sûr une pensée à ce sujet pour Roselyne Bachelot. Oui. Notre nation traverse un moment que je juge inédit. La Première ministre, Elisabeth Borne, aura, avec ses ministres, à continuer le travail parlementaire et réunira l'exécutif pour continuer d'agir et de faire avancer les grands dossiers. Mais face aux grands bouleversements géopolitiques, climatiques,
technologique face aux épreuves que notre pays a encore vécues récemment et au risque de division. Je considère que ma responsabilité est de proposer à toutes les forces politiques représentées dans nos assemblées d'essayer d'agir ensemble. C'est pourquoi je veux les réunir à propos de la situation internationale et des conséquences sur la France et à propos des nuits d'émeutes que nous avons connues, avec pour objectif de prendre des décisions pour renforcer l'indépendance de notre pays et de rebâtir notre nation et tout ce qui la tient. La famille, l'école, le service national universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans. Mais aussi notre organisation et nos institutions dans tous les territoires. Je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France sur ces sujets. En tout cas, j'y mettrai toute ma volonté. Sortiront de ces travaux des décisions immédiates, des projets et des propositions de loi, mais aussi des projets de référendum. Alors, j'aimerais apporter toutes mes excuses, bien sûr, aux quelques mouches qu'il y a dans ce studio que je viens effectivement de sodomiser dans les grandes largeurs. Je suis parfaitement désolé. C'est réellement la réponse à la question qui est ici sur l'initiative politique. J'ai mis un peu la voix parce que sinon les gens se pendent. Voilà. Il n'y a pas plus d'initiatives politiques que d'abdominaux sous ma chemise. Voilà. Non, mais ce que certains avaient de l'espoir. Non. C'est hallucinant. On va se manger un référendum sur la courbure des concombres et ça va être la révolution. C'est en une, Emmanuel Macron, le président qui ose. Qui ose tout, même d'ailleurs. Ça, ce serait drôle à faire. Non, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Donc voilà la fameuse grande initiative où en fait, Emmanuel Macron promène son monde. Je vous disais tout à l'heure, ça semble naïf parce que le constat est plus qu'évident, mais Emmanuel Macron promène son monde et on se rend compte que la méthode ne prend plus. Ça y est, c'est fini.